YouTube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler vraiment d'un thème qui est central au cœur de la volonté de perdre du poids, au cœur de la lutte contre le surpoids, contre l'obésité, au cœur de la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. On va parler du poids d'équilibre. Qu'est-ce que c'est que ce poids d'équilibre? Qu'est-ce que c'est que ce set point? Et en quoi il est vraiment important, aussi bien pour le thérapeute que pour le patient, de bien prendre conscience de cette notion. C'est vraiment une notion qui est centrale, capitale, qu'il va falloir aborder dès la première consultation. Donc, où est-ce que j'ai découvert cette notion? J'ai appris cette notion grâce au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui a été cofondé par les docteurs Apfeldorfer et Zermati. C'était dans le cadre d'un diplôme d'université de psychologie et de pédagogie des troubles du comportement alimentaire. Alors, petit aparté, moi je ne suis pas en total accord avec les notions et la prise en charge que propose ce groupe. Pourquoi? Parce que à la base, je suis expert en micronutrition, je fais de la biologie d'investigation préventive et à mon sens, il est indispensable de promouvoir un état de santé optimal et pour ce faire, il va falloir proposer un modèle alimentaire personnalisé, adapté à chacun d'entre vous. Il va falloir évaluer votre état de santé, les signes cliniques que vous pourriez éprouver, réaliser des bilans biologiques pour pouvoir vous proposer une prise en charge personnalisée, précise, adaptée, qui va regrouper des conseils alimentaires et une complémentation en micronutriments personnalisés. Et ça, c'est un point qui n'est pas du tout abordé par le gros, et c'est même quelque chose qui limite, on dirait qu'il réfute, parce qu'ils disent que ça va, le fait de donner des recommandations alimentaires, ça va renforcer la restriction cognitive. En soi, c'est pas faux. Le but, lorsqu'on fait de la micronutrition, le but n'est pas, et ça on en parlera dans toute la série sur perdre du poids sans régime, je vous aide en tant que micronutritionniste. Le but n'est pas de vous donner des conseils alimentaires pour vous aider à perdre du poids, mais pour vous aider à être en bonne santé. Et c'est toute la différence avec la restriction cognitive. On reviendra sur ce concept plus tard. Donc ça ne m'a pas vraiment choqué de la part de Gérard Apfeldorfer, qui est psychiatre, parce que j'ai été formée par d'autres psychiatres à d'autres outils d'ailleurs, qui ne sont pas forcément non plus totalement d'accord avec ce que propose le gros. Mais en tant que psychiatre, c'est logique qu'il ne parle pas de nutrition et qu'il ne sache pas forcément l'intérêt d'équilibrer le rapport oméga-6, oméga-3 dans l'assiette du patient, par exemple. De la part de Zermati, ça me gêne un peu plus parce que je crois qu'à la base il est endocrino. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer parce qu'en cours, il n'y a que Gérard Apfeldorfer qui est intervenu, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et que voilà, j'ai trouvé très intéressant. Mais voilà, je tenais à faire cette petite aparté et bien vous préciser que chaque thérapeute va avoir ses propres outils en fonction de, certes, ses propres sensibilités, mais surtout va avoir un libre arbitre qui va lui permettre de déterminer chez vous quel est l'outil le plus intéressant à utiliser. Est-ce qu'il est plus judicieux d'utiliser dans un premier temps une technique du RAW ou des techniques de pleine conscience ou autre. Donc ça, c'est un point qui est important. Chaque thérapeute va utiliser des outils auxquels il a été formé, bien évidemment, donc des outils qui sont validés, hein. Il n'est pas parti les chercher sur un blog ou que sais-je, des outils qu'il a appris au cours d'enseignement universitaire, qu'il a appris via des associations, des collèges qui sont reconnus, qui ont été sanctionnés, je dirais, par un diplôme, par une évaluation. On ne s'auto-évalue pas expert en psychonutrition, expert dans tel outil, si on n'a pas eu à la clé un examen qui reconnaît le fait qu'on ait compris ce qu'on a appris ou ce qu'on a lu, et on est reconnu donc par nos pairs. Donc ça, c'était la petite aparté, en sachant que pour moi, ça met en avant aussi la limite des ateliers de groupe. Je trouve que c'est très sympa les ateliers de groupe en parallèle d'une prise en charge individuelle, parce que les ateliers de groupe, ça va permettre d'échanger entre patients sur vos propres expériences personnelles, ça va vous permettre d'entretenir votre motivation, d'avoir un lien peut-être un petit peu différent avec le thérapeute, mais la base, ça reste quand même une prise en charge individualisée parce que vous êtes un individu unique et que vous avez donc des problématiques qui sont très spécifiques. Aparté fait, nous allons attaquer la notion du set point. Donc le poids d'équilibre, on va commencer parce que ce n'est
pas. Qu'est-ce que ça n'est pas, le poids d'équilibre? Et là, on s'attaque à une double problématique. La première, c'est faire accepter au patient, donc vous faire accepter que votre poids d'équilibre n'est pas forcément, et d'ailleurs la plupart du temps, votre poids d'équilibre n'est pas votre poids désiré. Moi, je reçois beaucoup de patients lors des premières consultations ou même en entretien informatif qui arrivent avec une idée très spécifique, très précise du poids qu'ils souhaitent faire. Et je suis assez surprise, enfin, moins en moins je dirais, de voir certains patients qui me consultent pour perdre 2 ou 3 kilos et que ces 2 ou 3 kilos leur gâchent leur vie, littéralement. Donc là, on rentre dans une première, là on s'attaque à une première difficulté, faire comprendre au patient que son poids d'équilibre, ce n'est pas son poids désiré. Et il y a quand même un point qui est bien mis en avant, parce que régulièrement, le poids d'équilibre, il est peut-être 3, 4, 5, des fois même 10 kilos au-dessus du poids désiré. Alors ça met en avant déjà le poids de la société, ce culte de la minceur, où on veut toujours être plus mince, et parfois plus mince que ce que l'on peut être naturellement, physiologiquement. Et ça, c'est un travail qui est important à faire comprendre aux patients qu'il va falloir qu'ils renoncent à son poids désiré. Et il y a donc tout un travail à faire sur la notion d'acceptation corporelle, sur la notion de honte corporelle, de stigmatisation corporelle. Deuxième obstacle auquel on s'affronte, c'est plutôt un obstacle du thérapeute en lui-même. Pourquoi? Parce que les professionnels de santé ont été un petit peu formatés à la notion de poids santé. Vous savez, on a cette fameuse échelle du BMI, qu'on appelle IMC en français, qui estime donc que le poids santé d'un individu, quel qu'il soit, quelles que soient les répartitions de masse, il y a tellement de biais dans cette notion d'IMC, est situé entre un IMC entre 18 et 25. Au-delà de ces IMC, on considère que le poids n'est plus santé, soit on est en maigreur, soit on est en surpoids, en obésité, avec des stades différents. Et alors, la plupart du temps, oui, ça correspond, mais en fait, il y a trop de biais à cet IMC, notamment les répartitions de masse. On peut se retrouver avec des gens qui sont très grands ou très petits, on peut se retrouver avec des gens qui sont très musclés, ou au contraire qui sont très gras et qui n'ont pas du tout de masse musculaire et qui ont donc un poids normal, mais n'ont pas du tout un poids santé finalement, puisqu'ils ont ce qu'on appelle, ils sont presque ce qu'on appelle en sarcopénie, on a tendance à appeler ça la grassitude. Donc ça veut tout et rien dire un IMC. Ce qui compte, c'est... quand je parle de physiologie là, je m'éloigne un petit peu du set point, mais l'IMC ne veut pas dire grand chose. Ce qui compte, c'est les répartitions de masse, la masse musculaire, la masse grasse, et puis la répartition de cette masse grasse. Est-ce qu'elle est localisée plutôt sur le bas du corps, au niveau de l'abdomen, en intraviscéral. Donc faire comprendre à un professionnel de santé que le poids d'équilibre, il n'est pas forcément dans cette tranche de 18 à 25. Là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'on change un petit peu de paradigme et qu'il faut aussi faire accepter à un professionnel de santé qu'un patient peut avoir un IMC à 27 et être métaboliquement sain alors qu'il est en surpoids. On parle d'ailleurs aussi d'obèses, de sujets obèses mais métaboliquement sains, chez qui il ne faudra pas faire perdre de poids. Et de la même manière, on peut avoir un poids en dessous de 18, parfois, c'est quand même plus rare, et aussi avoir... son poids d'équilibre. Donc vous voyez, double obstacle, à la fois faire comprendre cette notion de poids d'équilibre à vous, patients, et le faire comprendre aux thérapeutes, que ce soit des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Donc, on a vu ce que ce n'était pas, donc ce n'est pas votre poids désiré et ce n'est pas le poids santé classique entre 18 et 25. Qu'est-ce que c'est le poids d'équilibre? Le poids d'équilibre, finalement, c'est le poids que vous arrivez à stabiliser sans frustration. C'est le poids pour lequel vous êtes en paix avec votre comportement alimentaire. C'est un petit peu votre poids naturel. Et aujourd'hui, ce poids d'équilibre, il est déterminé par plusieurs critères. Le premier, c'est votre génétique. Et là, il va falloir aussi accepter, il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Vous n'avez pas les yeux bleu océan que vous aimeriez avoir. C'est comme ça, vous allez l'accepter. Vous avez les yeux noirs ou noisettes, vous allez l'accepter. Vous n'avez pas les cheveux bouclés et couleur noire de jet, et vous êtes blonde avec les cheveux raides, vous allez l'accepter. Alors bon, certes, là c'est quand même un peu plus facile. Effectivement, on peut se teindre les cheveux. Je dirais aussi pour les yeux, la couleur d'iris, on peut se mettre des lentilles. Mais par exemple, votre pointure, vous faites du 41 alors que vous auriez aimé faire un 37. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'accepter.
cette pointure qui n'est pas celle que vous désiriez. Et bien c'est pareil un petit peu. Votre génétique, il va falloir accepter que on ne vous a pas légué un corps particulièrement svelte, élancé. Vous n'avez pas été programmé pour faire 1,77 m et peser 55 kg, avoir des muscles très fins, des attaches très fines, des membres élancés. Il va falloir l'accepter, c'est votre génétique, c'est votre héritage génétique, c'est ce que vos parents vous ont légué. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que c'est aussi une des raisons qui fait qu'on peut dérégler notre comportement, notre système de régulation face à la satiété, qu'on peut dérégler notre comportement alimentaire sain. Donc, la génétique y est pour beaucoup. Si vous êtes issu d'une famille de personnes qui sont ronds, qui sont trapus, qui sont petits, qui ont des grosses attaches, j'ai beaucoup de patients qui me disent mais j'ai des gros genoux, j'ai des gros mollets, j'ai des grosses chevilles. C'est votre génétique, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter, qui fait partie de vous, c'est vous. Et au contraire, si vous faites partie d'une famille où tout le monde fait 1,4 m hyper élancé, avec une masse musculaire naturellement présente, bon bah vous avez tiré un bon jeu de cartes, mais peut-être que vous avez tiré des moins bonnes cartes dans d'autres domaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir accepter. Il y a cette notion vraiment d'acceptation corporelle. Donc la partie génétique. D'ailleurs, ça nous permet aussi de déterminer un peu, de nous donner une piste sur votre poids d'équilibre. Si on sait que vous faites partie d'une famille où les gens sont plutôt trapus, ben on va estimer votre poids d'équilibre un peu plus haut que si vous faites partie d'une famille où les gens sont hyper élancés, hyper fins, naturellement. La deuxième notion, c'est la notion d'histoire pondérale. Et ça, c'est un point qui est hyper important. C'est pour ça que je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Finalement, le poids d'équilibre se résume à une seule chose, perdre du poids sans régime. Plus vous allez avoir fait de régime, plus vous allez avoir contrôlé votre comportement alimentaire, avec un régime quel qu'il soit, plus votre poids d'équilibre, il va monter, monter, monter et monter. Donc plus vous allez avoir fait de régime, et ça d'ailleurs ça fait partie de l'interrogatoire clinique lors d'une consultation de psychonutrition, quelle est votre histoire pondérale? Quelle a été votre variation de poids? Combien de régimes est-ce que vous avez fait? Et plus vous allez avoir eu ce qu'on appelle ce fameux effet yo-yo bien connu du grand public, plus votre poids d'équilibre va être élevé. Donc la meilleure chose à faire pour avoir un poids d'équilibre qui va se rapprocher plus ou moins de votre poids désiré, c'est de ne pas faire de régime. C'est de ne jamais faire de régime. C'est de ne jamais essayer de prendre le contrôle mental de son comportement alimentaire. Donc c'est le deuxième facteur. Le poids d'équilibre est aussi déterminé par l'épigénétique, en gros par les facteurs environnementaux, par votre niveau d'activité physique. Si vous pratiquez énormément d'activité physique, votre poids d'équilibre va être plus bas. Encore une fois, c'est est-ce que je pratique cette activité physique dans le but de perdre du poids ou est-ce que je le pratique parce que ça fait partie de mon hygiène de vie et que j'en ai besoin au quotidien pour mon équilibre. Donc, votre niveau de sédentarité ou au contraire d'activité physique va aussi influer votre poids d'équilibre. Et c'est ce pourquoi on a défini finalement une notion de set line point. Donc plutôt d'une ligne sur laquelle vous allez varier, votre poids va varier. À peu près, on dit entre 5 et 8 kg, je dirais entre 3 et 8 kg, en fonction justement de cette activité physique. Donc, votre poids d'équilibre est déterminé par votre génétique, par votre historique pondéral et le nombre de régimes que vous avez pu faire au cours de votre vie, et par votre niveau de sédentarité ou d'activité physique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, vous pourrez faire plus ou moins d'activité physique et avoir votre poids d'équilibre plus bas, sur le moins 5 kg, et faire moins d'activité physique parce que c'est l'hiver, parce que vous avez été blessé ou que sais-je, et faire plus 5 kg, mais vous serez toujours sur votre ligne de poids d'équilibre. Et ce poids d'équilibre, en fait, il est autorégulé. C'est pas à vous de le réguler, il est complètement autorégulé. Et le système de régulation pondérale, il est principalement régulé par ce qu'on appelle le système de régulation faim-satiété, et puis secondairement par ce qu'on appelle le système hédonique, donc cette notion de plaisir à manger. Donc votre poids d'équilibre, vous allez l'atteindre si vous laissez votre système de régulation faim-satiété faire le travail pour lequel il est fait, c'est-à-dire déclencher la prise alimentaire quand vous en avez besoin et stopper la prise alimentaire quand vous êtes rassasié. Et c'est ça le secret finalement. Il est aussi simple que ça.
c'est laisser votre système de régulation faim-satiété fonctionner librement, sans essayer de prendre le contrôle mental. Parce que c'est ce que fait finalement le régime, en vous imposant de manger telle ou telle chose à telle heure, de ne pas manger telle ou telle chose. Là, on a complètement court-circuité ce système de régulation interne, hein, qui est en nous physiologiquement. Et si vous le laissez fonctionner, vous atteindrez votre poids d'équilibre. Comment il fonctionne, ce système de régulation faim-satiété? Quand on a un comportement alimentaire qui est libre, sain, qui est dit autorégulé, la prise alimentaire va être déclenchée par le signal de la faim. Alors on connaît bien aujourd'hui les mécanismes qui vont déclencher la faim au niveau neurophysiologique, au niveau neurohormonal. On a bien identifié toutes les hormones, tous les médiateurs, bien que ce soit très compliqué. Moi j'envisage d'ailleurs de faire un master en neurosciences pour mieux comprendre tous ces mécanismes, parce qu'au niveau de la neurophysiologie c'est quand même très très compliqué. Notre cerveau, c'est une machine assez incroyable. Donc aujourd'hui on les connaît, ces neuromédiateurs. Alors, le grand public en général connaît les deux hormones principales, la leptine et la gréline. La leptine qui est l'hormone de la satiété, la gréline qui est l'hormone de la faim. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. On a des neuromédiateurs qui sont dits orexigènes, donc qui vont vous ouvrir l'appétit, et on a des neuromédiateurs qui sont dits anorexigènes, qui vont vous couper l'appétit. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez le signal de la faim? La faim va être déclenchée lorsqu'on va avoir un taux de glucose diminuer, quand on va avoir une baisse du taux de glucose au niveau du noyau arqué dans l'hypothalamus. Vous voyez là, on rentre vraiment dans les neurosciences, hein. Et on a donc les neuromédiateurs qui sont anorexigènes, ce sont des petites molécules. Donc on a notamment le POMP, qui est la pro-opio-mélanocortine. On a le CART, donc c'est le précurseur de l'alpha-MSH. Donc en anglais, CART, ça veut dire cocaïne. Donc déjà, vous imaginez, amphétamine, cholétide, transcrite. Donc ça, ce sont les neuromédiateurs, les petites molécules qui vont vous couper l'appétit. C'est vrai qu'à un moment, il y a longtemps, on parlait d'amphétamine, et effectivement, c'est anorexigène. Et ensuite, on a les neuromédiateurs qui sont orexigènes, comme le neuropeptide Y et la GRP. Et en fait, la leptine, elle va aller stimuler les neuromédiateurs qui sont anorexigènes, et elle va inhiber, au niveau du noyau arqué, elle va inhiber les neuromédiateurs orexigènes. Donc c'est hyper compliqué. Là, j'essaie de vous faire un truc très 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 simplifié, mais c'est hyper compliqué, et je suis sûre qu'on va encore découvrir plein de choses dans les années à venir. Alors il y a la CKK aussi, hein, la cholécytokinine, qui a un rôle important dans les mécanismes de satiété. Le déclenchement de la faim, il est finalement, normalement, il est autorégulé physiologiquement. Vous avez des hormones, des neuromédiateurs qui vont aller agir. Il va y avoir une communication entre l'intestin et le cerveau, notamment au niveau du noyau arqué, dans l'hypothalamus. Et finalement, vous devriez avoir des apports alimentaires qui vont correspondre au moment où vous devez avoir ces apports alimentaires. Au niveau de la satiété, de la même manière, il va y avoir également des messages hormonaux qui vont passer notamment par le nerf vague, par l'orthosympathique ou des actions cérébrales directes qui vont faire que vous allez à un moment ressentir la satiété, ne plus prendre de plaisir à manger, et vous allez vous arrêter. Donc il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de prises alimentaires qui vont aller au-delà de vos propres besoins. Et donc votre poids d'équilibre, finalement, vous pouvez vous faire confiance. Votre poids d'équilibre, à moins d'être déjà dans des situations de surpoids, d'obésité sévère, où le système est complètement dérégulé et qu'il va falloir le remettre en route, hein. Ça c'est une évidence, mais chez un individu lambda, normal, ce système de régulation va vous permettre de conserver votre poids d'équilibre. La seule chose, c'est que parfois on va manger pour d'autres raisons que par faim physiologique. On va manger pour des raisons sociales, pour des raisons de plaisir, pour des raisons émotionnelles. On va manger pour d'autres raisons. Et à ce moment-là, en fonction du contexte, effectivement, on va décider que ce qui est le plus important pour nous, par exemple, ça va être de manger pour cette raison sociale. Et effectivement, là, on ne va pas respecter le système de régulation faim-satiété. On va peut-être manger alors qu'on n'a pas faim, on va peut-être manger plus que ce qu'on aurait dû manger.
Mais en soi, ça ne pose pas de problème et ça fait partie du comportement alimentaire normal. Et ça, je veux que vous le compreniez bien. Parce que souvent, il y a cette notion de culpabilité, d'avoir trop mangé, de ne pas avoir écouté ses sensations. Mais ça fait partie du mangeur libre et sain. Le mangeur libre et sain, il a cette espèce d'alternance entre des repas qui vont être vraiment bien collés à son système de régulation faim-satiété. Il a des repas où il va manger plus, il a des repas où il va manger moins. Parce qu'effectivement, lorsqu'il aura mangé plus, il lui suffira d'attendre d'avoir de nouveau faim pour manger et tout va s'équilibrer. Et c'est ça un mangeur qui est autorégulé. C'est pas un mangeur qui est hyper cadré, dont tous les repas correspondent exactement aux sensations de faim et de satiété. C'est pas quelqu'un qui va tout contrôler. Là, on pourrait basculer d'ailleurs dans l'orthorexie. Pas du tout. Un mangeur libre et sain, c'est quelqu'un qui, sur son carnet alimentaire, et d'ailleurs moi c'est ce que je demande à mes patients, d'avoir des carnets alimentaires où on a des alternances de repas succincts, de repas plus copieux, de repas normaux. C'est ça un mangeur autorégulé, c'est ça un mangeur libre, c'est ça un mangeur sain. Et si ça peut vous déculpabiliser, c'est le but. C'est le but parce que se culpabiliser, ça vous fait rentrer dans un cercle vicieux. Donc le poids d'équilibre, il ne dépend pas d'un repas, il ne dépend pas même d'une journée. Il s'équilibre, le poids d'équilibre. Il s'équilibre sur 7 à 10 jours. Et c'est ça le poids d'équilibre. C'est un poids que vous allez avoir sur 7 à 10 jours, un poids moyen. C'est pour ça d'ailleurs que moi je vous fais faire des petits exercices de pesée quotidienne à mes patients, que je vous inviterai à faire si j'ai l'honneur de vous prendre en charge. C'est cette notion du c'est normal que mon poids varie d'un jour à l'autre en fonction du type de repas que j'aurais fait la veille. Ce qui compte, c'est le poids moyen sur 7 à 10 jours. Ce qui va poser problème, par contre, c'est effectivement si à chaque fois que je mange, ce qui va prendre le dessus, c'est pas le système de régulation faim-satiété, mais c'est par exemple le contexte social, c'est mes émotions. Effectivement, si à chaque fois, c'est les émotions qui vont me faire manger, et donc à chaque fois, je vais plus respecter mes notions de faim et de satiété, là, ça va finir par déréguler mon comportement alimentaire et mon système de régulation. Et là, il va falloir que je sois prise en charge pour justement apprendre à gérer ces émotions ou ce contexte social. Et je terminerai donc par une notion importante, cette notion d'alimentation intuitive. Vous l'avez bien compris, une alimentation intuitive, c'est une alimentation qui va suivre, respecter votre système de régulation de faim-satiété. Je vais manger quand mon corps me dit que j'ai faim et je vais m'arrêter de manger quand il me signale que je n'ai plus faim. Encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Vous êtes très nombreux à ne plus ressentir toutes ces notions et il faut les retravailler. D'ailleurs, si vous souhaitez les travailler et que vous n'avez pas la possibilité de consulter en direct, vous pouvez vous procurer un de mes guides sur la boutique du blog, c'est la séance A, retrouver la sensation de faim physique. Ça va vous permettre déjà de travailler sur la notion de faim. Et puis dans la séance C, vous apprendrez à travailler sur la notion de satiété. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être commencer à faire par vous-même en vous aidant des guides que vous retrouverez sur le blog. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Puis sinon, travaillez-le avec un thérapeute. C'est encore ce qu'il y a de mieux et de plus pertinent et de plus efficace, c'est de le travailler en séance avec des expérimentations qui seront adaptées à vos difficultés. Donc c'est ça l'alimentation intuitive, mais encore une fois, moi je ne suis pas totalement d'accord avec cette notion d'alimentation intuitive. Moi je pense qu'il est aussi important de parler d'alimentation raisonnée, pas dans le but de perdre du poids, mais vraiment une notion d'alimentation raisonnée dans le but d'avoir un état de santé optimal. Parce qu'une alimentation intuitive ne vous permet pas de faire des choix d'équilibrer par exemple votre profil acide érythrocytaire. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre des oméga 3, des oméga 6, des oméga 3 à courte chaîne, des oméga 3 à longue chaîne. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre des aliments qui sont riches en fer héminique et en fer non héminique. Donc il y a quand même toute cette notion de micronutriments, de densité micronutritionnelle qu'il faut prendre en compte. Et là, on est obligé de mettre en place une alimentation raisonnée. Et pour moi, elle n'entretient pas la restriction cognitive qui est je contrôle mon alimentation dans le but de perdre du poids, parce que le but de cette alimentation raisonnée, c'est de vous permettre d'être en bonne santé et pas de perdre du poids. La perte de poids, c'est un side effect en fait, c'est une conséquence positive pour le coup, mais le but c'est de mettre en place une alimentation raisonnée, individualisée et précise dans le but d'être en bonne santé. Donc je pense que je m'arrêterai là pour cette partie sur le poids d'équilibre. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que c'est que le poids d'équilibre? Qu'est-ce que ça n'est pas? Comment maintenir ce poids d'équilibre? Finalement, comment est-ce que naturellement on
garde ce poids d'équilibre et donc on varie sur cette line point. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des principaux facteurs qui dérégulent ce poids d'équilibre et qui font qu'on se retrouve avec des problèmes de poids. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo que vous retrouverez sur la playlist. Je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos dès qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura donné des informations intéressantes. Je pense que c'est vraiment des informations à avoir avant de se lancer dans une quelconque démarche de perte de poids. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre objectif de perte de poids, mais surtout dans le fait de pacifier votre rapport à l'alimentation et surtout d'avoir un état de santé optimal, parce que je suis avant tout formée à ça, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail, je vous mettrai le mail en barre d'infos. Et puis pour ceux qui n'ont pas la possibilité de consulter en direct, vous avez tous les guides qui sont accessibles sur le blog. Allez faire un tour régulièrement parce que il y a de nouveaux guides qui sont mis à votre disposition, on va dire plus ou moins régulièrement en fonction de ma capacité à produire ces ouvrages. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une excellente soirée. À votre santé.